Peut-être pourriez-vous prendre plaisir à imaginer que vous êtes invisible et que vous avez la possibilité de vous déplacer sans que personne ne puisse vous voir. Je sais que c'est curieux de pouvoir s'imaginer cela, mais c'est assez amusant de pouvoir observer le monde qui tourne autour de nous sans qu'on y voie. Voir si notre présence change les choses, si les gens réagissent autrement quand nous sommes là ou pas, et puis découvrir des secrets que personne ne sait. Être la petite souris qui se faufile partout, qui traverse les murs sans se faire remarquer. Peut-être pourriez-vous imaginer que vous traversez le mur de cette pièce pour aller voir ce qui se passe dans la pièce d'à côté, sans que personne ne s'en rende compte, ne se rende compte de votre absence ici et de votre présence de l'autre côté. C'est amusant parfois de laisser le corps se reposer dans une pièce et de permettre à l'esprit de traverser les murs, d'aller à côté ou à l'autre bout du monde, rien qu'avec l'imagination. Il m'est arrivé, quand je faisais de longs voyages, en train de m'imaginer en Égypte ou en Australie, alors que j'étais en France, à voir des champs et des vaches à travers le carreau. Mes yeux fixaient les champs, mais je voyais les pyramides. J'arrivais à superposer 2 lieux distants de milliers de kilomètres, comme si j'appliquais un décalcomanie sur la réalité, pour pouvoir la transformer à volonté. Je pouvais rendre les vaches invisibles et voir à la place des hiéroglyphes. Finalement, l'imagination a le pouvoir de tout transformer. Et puis, il arrivait que je traverse un tunnel et que je me retrouve dans le noir. Et là, quelque chose de surprenant arrivait. Le wagon où j'étais s'allumait, comme s'il fallait être plongé dans l'obscurité pour que l'intérieur s'éclaire. Mes yeux prenaient un certain temps à s'adapter. Et finalement, à travers le carreau, je voyais se refléter la lumière intérieure. Et là, j'imaginais que c'était le soleil qui éclairait les pyramides ou le désert. Et mon imagination redémarrait. Quand le temps nécessaire s'est écoulé, que notre vision s'est adaptée, il est toujours temps de redémarrer le moteur de notre imagination. Elle a le pouvoir de créer la réalité dont on a rêvé. Mais il arrive parfois que le train s'arrête en plein milieu du tunnel. On ne peut plus descendre et la lumière intérieure s'amenuise. Avant d'être complètement dans le noir, il faut trouver dans ses valises la lumière nécessaire pour rejoindre le conducteur. Il a peut-être besoin d'aide. Il a peut-être fait un malaise. Et nous pouvons lui porter secours. Si personne ne bouge dans le wagon, c'est que tout le monde est amnésique au fait que sans conducteur, le train ne redémarrera plus. Certaines personnes ne se sentent pas concernées. Elles attendent que ce soit les autres qui trouvent des solutions. Et puis, il y a des courageux comme vous et moi, qui allons secourir celui qui doit nous emmener à la bonne destination.
Et nous sommes souvent surpris, en découvrant aux commandes, qu'il s'agit en fait d'un enfant. Oui, aux commandes de votre train se trouve l'enfant que vous avez été. Il s'est endormi, car il est épuisé. Épuisé de vous appeler pour attirer votre attention. Il voudrait tellement que vous l'aidiez à sortir de cette situation. J'aimerais vous raconter l'histoire de deux frères qui comptaient énormément l'un pour l'autre. Chacun avait sacrifié sa vie pour l'autre, jusqu'à ce qu'un jour, l'amour entre dans leur vie. Elle s'appelait Jézabel. Elle aimait leur compagnie à tous les deux, le courage de l'un, la vaillance de l'autre, le savoir de l'un, l'intelligence de l'autre, la beauté de l'un, le charme de l'autre. Et elle ne se résignait à n'en choisir aucun. C'était un choix cornélien. Elle préférait rester amie, et les frères commencèrent à ressentir pour l'autre non seulement de la jalousie, mais aussi de la colère. Ils reprochaient à l'autre d'exister et d'empêcher cet amour parfait. La belle avait dit à l'un « S'il n'y avait pas ton frère, je t'épouserais ». Et elle avait dit à l'autre « Si tu étais seul, je ne pourrais pas hésiter ». Alors il se produisit quelque chose de très surprenant. Chaque frère devint allergique à l'autre. Ils se mettaient à se gratter, à tousser, leurs yeux piqués, dès qu'ils s'approchaient. Et tout allait mieux dès qu'ils s'éloignaient. Les guérisseurs du palais leur conseillèrent de s'éviter. C'était mieux pour chacun de s'oublier. Alors effectivement, l'allergie disparaissait, mais les frères commençaient à déprimer. Ils n'avaient plus d'appétit de vivre. Alors les guérisseurs cherchèrent une autre solution, en organisant une réunion. Les frères se mirent à éternuer, mais le dialogue réussit à s'engager. Ils réussirent à exprimer la colère, l'injustice et tout ce qu'ils ressentaient. Mais surtout, ils s'autorisèrent à s'avouer qu'ils avaient besoin l'un de l'autre. Ils décidèrent de se réconcilier et d'aller voir Jézabel en simultané. Ils lui dirent ceci: « Notre amour fraternel est plus fort que tout. Quelles que soient les émotions que nous avons ressenties pour toi, l'essentiel, c'est notre fraternité. » Comprenant à quel point les deux frères s'aimaient, Jézabel décida de leur dire la vérité. « J'ai été envoyée par votre marraine la fée pour consolider votre fraternité. Vous êtes reliés jusqu'à ce que la mort vous sépare. Votre amour l'un envers l'autre est décuplé. Prenez soin l'un de l'autre. L'allergie peut s'en aller. Elle était juste là pour que vous réussissiez à exprimer vos émotions et à vous pardonner. Se réconcilier avec son corps, comme avec un ami ou un frère. Exprimer ce qui n'a pas été dit. J'aimerais maintenant vous parler d'un jardinier qui était spécialisé dans les bonsaïs. Il prenait beaucoup de plaisir à sculpter ses arbres miniatures pour en faire des œuvres d'art. Et même si pour ces derniers c'était de la torture, il était essentiel pour lui de laisser son talent s'exprimer ainsi. Il faut dire que chaque année, il participait à un concours pour obtenir le prix du meilleur jardinier de son pays. C'était essentiel pour lui d'avoir de la reconnaissance. Quand il était enfant et qu'il faisait des compositions florales, on se moquait de lui en le traitant de pédé. Il trouvait ça tellement injuste
qu'on l'insulte au lieu de lui dire que c'était beau ce qu'il faisait. Il avait besoin de prendre une revanche sur la vie, de prouver à tous ses faux amis qu'il pouvait réussir. Il voulait qu'on oublie sa différence et qu'on ne voie que ses performances. Mais à force de couper, attacher, empêcher son bonsaï de pousser, ce dernier semblait malade quelques jours avant le concours. Il allait perdre avec un tel résultat. Alors, il se mit à parler à l'arbre. On aurait dit que ses feuilles se redressaient, comme des oreilles, pour écouter. Il implorait son arbre de ressusciter. Et l'arbre se mit à lui parler. « Je te promets d'aller mieux, si tu m'autorises à pousser, si tu m'enlèves tous ces liens. Moi je t'aimerai, parce que tu m'auras délivré de cette souffrance. » Savoir que l'arbre allait l'aimer lui faisait beaucoup de bien. Finalement, l'amour des autres devenait moins important, puisque son arbre l'aimerait vraiment. Il décida de le détacher, de le laisser pousser. Et le jour du concours, l'arbre était plus étoffé, plus épanoui que les autres qui participaient. Le jury trouva l'arbre de notre homme en bien meilleure santé. Il était plus original et moins torturé. Ce jour-là, l'homme fut récompensé pour son audace, d'avoir osé être différent des standards de la jardinerie. Quelque temps plus tard, il rencontra ceux qui jadis s'étaient moqués de lui. Ils avaient vu sa réussite dans le journal et ils lui avouèrent la vérité. « Tu sais, si on s'est moqué de toi, c'est parce qu'on t'enviait. Tu étais vraiment doué pour tes bouquets. » L'homme fut comme immédiatement cicatrisé de cette vieille blessure du passé. Il pouvait enfin garder son originalité et montrer ses talents. Être différent, sortir de la norme, être unique. C'est ça qui fait notre valeur. Mélodie avait trouvé un excellent moyen d'être la chouchoute de ses professeurs. Alors que les autres élèves partaient en récré, elle s'arrangeait toujours pour aller leur demander ce qui lui semblait compliqué. Il voyait en elle une élève avec des difficultés, mais qui essayait. Alors il la prenait un peu sous leurs ailes pour l'aider. Il faut dire que Mélodie n'avait pas été gâtée, à cause d'un frère handicapé que ses parents semblaient avoir préféré. En tout cas, c'est tout leur temps qu'ils lui consacraient. Et Mélodie s'était toujours sentie un peu délaissée. Savoir que les professeurs l'aimaient bien lui permettait de se sentir mieux. Mais voilà, à force d'avoir des explications privées, des cours particuliers, Mélodie comprenait. Ses difficultés s'envolaient et elle n'avait plus d'excuses pour les déranger. Alors elle commença à faire semblant d'être médiocre pour être valorisée. Mais dans ce petit jeu, elle commença à se perdre, sans savoir comment faire marche arrière. Elle ne pouvait pas avouer toute la vérité du jour au lendemain. « Ça y est, j'y arrive, je n'ai plus besoin de votre attention. » Parce qu'elle avait tellement besoin d'une autre attention, d'être importante pour quelqu'un, qu'on s'inquiète pour elle, voyant qu'elle n'allait pas bien. Je n'ai pas su comment, mais je sais qu'elle a réussi à sortir de ce jeu. Elle s'est rendue compte qu'elle avait, avant tout, besoin d'arrêter de se mentir à elle-même et de commencer à s'aimer.
Je sais qu'elle est restée la chouchoute de certains professeurs, à qui elle a dit la vérité. Ils auraient préféré qu'elle leur dise tout simplement qu'elle avait besoin de leur attention, mais ils s'étaient attachés à elle. Et peu importe ce passage dans leur histoire, elle était importante pour eux, à leurs yeux. Sortir d'un cercle infernal pour rentrer dans la spirale vertueuse. Dire qu'il suffit de faire un pas en dehors du cercle pour entrer dans le bonheur. Je ne sais pas si vous connaissez Lakshmi, la déesse hindouiste qui a 4 mains. Elle représente la prospérité, l'abondance, et notamment elle donne la renommée, la connaissance, le courage, la force, la victoire, de bons enfants, la vaillance, l'or et les biens matériels, la nourriture en abondance, le bonheur, la félicité, l'intelligence, la beauté, un but supérieur, une pensée élevée et la capacité de méditer, une bonne moralité éthique, une bonne santé, une longue vie. Mais ce n'est pas d'elle dont j'aimerais vous parler, mais d'une femme qui, comme elle, avait 4 bras, et donc 4 mains. C'était très pratique pour s'occuper de ses enfants. Elle pouvait en nourrir 3, pendant qu'elle-même mangeait. Elle pouvait leur donner la main à tous, et surtout faire les choses à leur place. Elle se régalait de pouvoir en faire plus que les autres mères. Cela la valorisait de pouvoir surprotéger ses bébés. Mais voilà, à 16 ans, ils n'étaient plus des bébés. Ils avaient besoin d'indépendance et de liberté. Alors, quand elle tentait de leur donner à manger, ils tournaient la tête pour éviter la bouchée. Quand elle essayait de les peigner, ils se penchaient pour que leurs cheveux s'inclinent du mauvais côté. Cette femme se demandait pourquoi ses enfants se rebellaient. N'avait-elle pas tout fait pour eux? Oh si, elle avait tout fait. Et ils étouffaient, car elle avait trop fait. À vouloir tout contrôler, se rendre indispensable, enlever les obstacles qui auraient pu les faire tomber. Elle avait fait d'eux ses prisonniers. Je ne sais pas si une de ses mains a eu le temps d'ouvrir un livre, pendant qu'une autre se posait pour réfléchir. Les parents ont pour rôle de rendre leur enfant autonome. Elle avait voulu si bien faire. Mais il était encore temps qu'elle en parle avec ses enfants, car il n'y a pas de cours pour être parent. Ce sont nos enfants qui sont nos professeurs dans ce rôle-là. Accepter de se remettre en question et de dialoguer avec son enfant de ce qui va et ne va pas est une grande qualité chez un parent. J'aimerais vous raconter maintenant l'histoire de la porte magique. Elle était située en haut d'une montagne et permettait aux courageux qui avaient réussi à escalader son sommet de passer de l'autre côté en glissant sur un toboggan fantastique qui les amenait dans un endroit paradisiaque. La porte était très heureuse de faire ce travail. Elle aimait tellement voir la joie des alpinistes, leur sourire d'enfant, quand ils glissaient dans le bonheur. Elle n'aurait souhaité faire un autre métier pour rien au monde. Elle aimait cette vue imprenable sur la vallée. D'un côté, elle voyait ceux qui grimpaient, et de l'autre côté, leur bonheur quand ils redescendaient. C'était une sensation vraiment agréable. Jusqu'à ce qu'un jour, un dragon se présente devant elle. Elle n'avait pas eu besoin d'escalader, car il avait utilisé ses ailes. Elle lui avait donc refusé l'entrée. Mais le feu qu'il avait craché avait obligé la porte à s'exécuter et à le laisser passer. Elle était effrayée. Elle savait qu'il existait des dragons, mais jamais elle n'aurait imaginé que l'un d'entre eux allait forcer son entrée. Elle l'entendit rire de l'autre côté, mais n'osa plus se retourner.
Désormais, elle avait tellement peur qu'un autre dragon se présente qu'elle restait focalisée sur l'entrée, oubliant le bonheur que chacun avait à glisser de l'autre côté. Absorbée par la peur, elle commença à perdre la joie de son métier. Elle voyait chaque alpiniste comme un danger et passait la majorité de son temps fermée à clé. Jusqu'à ce qu'une âme très haut placée décide de venir sur terre pour la raisonner. « Ô toi, noble porte, où sont passés tes rires et tes joies? Je ne vois que colère et peur. Tu as été placée ici pour ta bonne humeur, mais tu es devenu un nuage de tristesse. Tu dois changer. » « J'ai trop peur, lui répondit la porte. Imagine qu'un autre dragon se présente. S'il se présente, tu sauras quoi faire cette fois-ci. Sers-toi de ton expérience. Comment ferais-tu pour te défendre? Je l'ignore. Sers-toi du bouclier d'argent pour que les flammes du dragon ricochent dessus et lui reviennent en plein visage. Tu n'as pas su comment réagir la première fois, mais maintenant tu sais cela. Alors pardonne-toi et réalise que tu as toutes les capacités pour te défendre. La porte réfléchit toute la nuit et le lendemain matin crie à l'écho « Je me pardonne ». Depuis ce jour, je sais qu'elle a son bouclier pour la protéger et qu'elle ne laisse rentrer que les alpinistes bien intentionnés. Elle a retrouvé sa joie de vivre et son utilité. J'aimerais maintenant vous raconter l'histoire d'une gazelle de 16 ans qui avait décidé de mourir. Elle en avait marre d'être en compétition depuis qu'elle avait 2 ans. Chaque week-end, ses parents la faisaient participer au concours des mini-miss pour décrocher un trophée et un diadème de princesse. Elle n'était pas vraiment la fille de ses parents. Elle était plutôt leur poupée, qu'on habille, qu'on déshabille, qu'on coiffe et qu'on maquille. Elle aurait bien aimé être une enfant comme les autres. Elle aurait bien aimé avoir le droit de jouer, de manger des tartines de Nutella, des frites et de la barbe à papa. Mais déjà à 4 ans, elle était soumise à un régime très strict, devant peser ses aliments et courir encore plus vite. Cette vie était épuisante, fatigante et stressante. Le pire fut à l'adolescence, quand son corps se mit à se modifier et que ses mamelles se mirent à pousser. À ce moment-là, le regard de son père fut obnubilé par son décolleté. Son père et les autres hommes d'ailleurs, ce qui ne fit qu'accroître ses peurs, peur qu'on entre dans son intimité, sans y avoir été invité. Cette petite gazelle ne voulait plus être regardée. Elle voulait devenir invisible, disparaître derrière une brindille. Alors, elle eut soudain l'idée d'arrêter de manger, pour être plus maigre qu'un bambou. Elle faisait semblant dans la savane de manger les herbes, mais elle les recrachait un peu plus loin, pour que ses parents ne se doutent de rien. Elle manquait de plus en plus de force, à mesure que ses pattes maigrissaient. Elle avait du mal à tenir debout, et tout son corps faiblissait. Elle était en train de mourir, en douceur sans s'en rendre compte. Était-ce bien ce qu'elle voulait, pour arrêter d'être regardée, jugée, désirée? C'est devant son père qu'elle s'écroula la première fois. C'est son père qui la sauva et la réconforta. Il était si inquiet pour elle. Il l'aimait tellement, mais il n'avait jamais su entendre ses désirs d'enfant. Il avait toujours pensé à sa place, cru que gagner ses concours lui faisait plaisir, mais il lui avait volé son enfance et son innocence. Cette petite gazelle avait ses torts aussi. Pour ne pas blesser ses parents, elle leur avait toujours dit oui. Vous comprenez aisément qu'il y avait un gros malentendu dans cette famille. Les parents faisaient faire des concours à leur fille pour qu'elle se sente belle, et la fille s'efforçait de leur faire plaisir en répondant à leurs désirs.
La solution à tout problème est toujours la même. Elle consiste à communiquer et cesser de deviner ce que l'autre peut penser. Cette gazelle eut le courage de dire ce qui n'allait pas à son entourage, et ses proches eurent la bonne idée de l'écouter et de respecter ses volontés. Tout s'arrangea dans la savane pour cette gazelle. Elle ne gagna plus de prix de beauté, mais elle gagna son propre respect et celui des gens qui l'entouraient. Vous souvenez-vous d'Ali Baba et des 40 voleurs? Il existe des tonnes d'histoires qu'on nous a racontées enfants, mais je ne sais pas si vous connaissez l'histoire d'Ali, celui qu'on prenait pour un menteur. C'est une version plus orientale de Pierre et le loup. Vous savez, il criait au loup seulement, il avait tellement menti auparavant qu'on ne le croyait plus. Mais dans l'histoire d'Ali, c'était tout le contraire. Ali était un jeune garçon plein de bonne volonté. Il était toujours prêt à aider. Il faisait passer son propre plaisir en dernier. Ce qui était important pour lui, c'était de faire plaisir aux autres. Alors, quand il racontait qu'il avait aidé tel grand roi ou secouru telle princesse, on ne le croyait pas. Les autres étaient persuadés qu'il mentait, qu'il disait tout cela pour se la raconter, pour attirer l'attention. Quand il avait le dos tourné, tout le monde disait « C'est sûr, Ali ment ». Il était vu comme le méchant, alors qu'en réalité, il était quelqu'un de charmant. Il se sentait rejeté alors qu'il était là pour aider. Dès qu'il s'approchait de la maison d'un ami, on lui fermait la porte au nez. Alors il était obligé d'aller plus loin, aider des personnes qu'il ne rejetait pas. Mais ses amis lui manquaient. Jusqu'à ce qu'un jour, il découvre en revenant chez lui que tous les habitants du village étaient victimes d'une épidémie qui leur avait fait perdre l'appétit. Ali se précipita et leur installa des perfusions de vie. La vie recirculait petit à petit en eux. Une fois guéris, ils allèrent voir Ali pour le remercier d'avoir sauvé leur vie. Depuis, quand Ali a le dos tourné, on dit de lui « Ceux qui disent qu'Ali ment doivent se taire, car Ali est un ami exemplaire. » Parfois on se trompe d'ennemi. Et si Ali était un ami? Imaginez maintenant votre estomac, comme fermé avec un cadenas. Prenez la clé de la délivrance et ouvrez ce cadenas. Jetez-le tout jamais. À partir de maintenant, votre estomac est libéré. L'anorexie s'est terminée. Vous mangez ce dont votre corps a besoin pour être en parfaite santé et pour que vous vous sentiez bien dans votre peau. Votre regard sur vous-même change. Chaque jour, vous vous aimez et aimez votre corps davantage. Vous lui donnez le meilleur, parce que vous méritez le meilleur. Imaginez-vous d'ici quelque temps guéri. Voyez comme vous êtes heureux, épanoui, depuis que l'anorexie a quitté votre vie petit à petit, que vous êtes en parfaite santé, que vous avez atteint votre poids idéal de santé. D'ici quelques instants, vous allez pouvoir revenir à la réalité, en douceur. Vous allez réaliser que votre regard sur vous-même et votre alimentation ont déjà commencé à changer. La porte de votre bouche est désormais ouverte pour accueillir ce dont vous avez besoin pour vivre. Et quand vous le souhaiterez, au rythme que vous souhaiterez, vous pourrez simplement réouvrir les yeux.